on avait fait une parade dans la ville de Dorion, où j'étais. Moi, j'avais 10 ans. Et puis, on paradait. Et puis, il y avait la responsable de la JSC. Elle avait un gros porte-voix. Et puis, elle criait « Étudiants ». Puis, on criait « 100 ». Et puis, c'était valoriser le travail étudiant. Puis, j'avais trouvé ça bien excitant. Est-ce qu'à un moment donné, on a eu la tentation de la politique active? J'y ai jamais pensé, puis je n'aurais jamais accepté parce que je suis le genre à crier, à faire des gestes, à publier des articles, à protester, etc. Mais je n'ai pas du tout de sens politique. C'est-à-dire de choisir ses mots? Oui, puis de faire attention. C'était tout à fait contraire à mon tempérament. Tu manques de diplomatie? Je pense que oui. Je pense que oui. Je me souviens qu'à l'automne, c'était à l'automne, oui, à l'automne de 1953, le thème de la JSC, c'était l'orientation professionnelle. Et puis, il y avait eu un numéro de vie étudiante qui portait sur l'orientation professionnelle. Il parlait juste des carrières des gars. J'étais fâchée. Puis je leur avais écrit une lettre de protestation qui s'appelait « Ta, ma fille ». Parce que tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Puis il l'avait publié le mois suivant, mais j'avais pas signé de mon nom. Parce que j'avais trop peur que mon opinion soit connue. Peur pour tes camarades ou pour ta famille? Peur pour moi. Pour toi? Pour moi, c'était trop de mettre mon nom dans le journal. Mais déjà, tu avais le réflexe de prendre la plume pour signaler quelque chose que tu trouvais inacceptable. Oui. J'ai découvert la JSC en 1945 parce que la JSC célébrait ses 10 ans, puis il y avait des manifestations monstres. On était un groupe d'enfants de Dorion qui avions été participer au rassemblement diocésain à Valleyfield, au Parc Sauvé. J'étais jamais allée à Valleyfield de ma vie, ça me paraissait une ville absolument extraordinaire. C'était des milliers d'étudiants et d'étudiantes, les slogans, et puis moi, ce qui m'a toujours frappé, je l'ai découvert seulement par après, on chantait une chanson, un hymne. Ça s'appelait « Joie difficile aux âmes indociles ». Bon, ça là, c'est la coda de la 3e symphonie de Beethoven. Alors, imagine-toi, on était tous des enfants là, qui venaient de tous les villages, là, puis on avait appris ça, tout le monde ensemble. Moi, j'en reviens pas encore. J'étais revenue de cette réunion-là à Valleyfield très enthousiaste. Et puis... l'effet de groupe, oui. C'était tellement plus excitant qu'un salut du Saint-Sacrement. Tu sais... on allait à la messe, on avait tellement d'exercices de piété. J'y allais, puis des fois c'était beau, il y avait des beaux cantiques, puis tout ça, mais je peux pas dire que ça m'émouvait beaucoup. C'était là, tu étais engagé, puis c'était comme ça, c'était le règlement. Bon, c'était comme ça. Puis moi, la JSC, ça me paraissait une façon d'être catholique, beaucoup plus en
enthousiasmante que la messe, et puis les chemins de croix, puis les chapelets, puis les prières, et puis tout ça. Puis une année, une grande de l'école m'a dit « Est-ce que tu voudrais aller dans un camp de formation pour la JSC? On fait des excursions à tous les jours, puis des feux de camp à tous les soirs. » Ah, ben là, tu voulais. Alors, je suis allée. Quand je suis revenue une semaine plus tard, il y avait eu un feu de camp, puis une excursion, puis beaucoup de discussions. J'avais 12 ans, mais ça m'a valu d'être dans le trio de l'école. Toi, tu connais la JSC, là, tu sais c'est quoi le trio. Il y a toujours 3 personnes qui s'occupent de la JSC dans une école. Alors, j'y étais à l'école de Dorion. Quand j'étais au pensionnat de Vaudreuil, ils ont dit, elle connaît ça. Ils m'ont mis dans le trio. Et puis, quand je suis arrivée au collège Marianne, je suis arrivée avec ma réputation. Puis, le rêve de ma vie, tu sais, c'était d'être une dirigeante nationale. Tu sais, là, si je pouvais être aussi smart, là, tu sais, là, que Marie-Marthe Tardif, puis Rita Racette, et puis toutes les femmes, André Thibault que je voyais là. Tu avais des modèles? Ah oui, c'était vraiment mes modèles. Ouais. C'était vraiment mes modèles, oui. Par la suite, comme j'ai été arrêtée dans mes études entre le pensionnat et le collège, 1 an à rien faire, parce que mon père ne pouvait pas payer mes études, puis il refusait que je travaille. Ça fait que les filles de la Fédé du diocèse de Valleyfield m'ont dit « Viendrais-tu avec nous? » Fait que j'ai dit oui. Alors j'ai donc été à la Fédé de Valleyfield. J'allais toutes les semaines. Et puis après, bien, tous les étés, j'étais engagée comme animatrice pour les camps de formation. J'allais passer de 3 à 4 semaines chaque été dans le camp de formation du diocèse. À cette époque-là, est-ce que tu étais déjà consciente des inégalités hommes-femmes? Est-ce que c'était déjà dans ta tête, ça, cette réflexion-là sur les possibilités? Il y avait deux choses surtout qui m'indignaient. Que je ne pouvais pas le droit de faire mon cours classique. Oui. Ça, là, j'étais très indignée de ça. Et puis, j'avais pas le droit de faire du pouce. Puis les gars avaient le droit. Alors ça pour moi, c'était mes 2 grands sujets de scandale. Une fois ton cours classique terminé, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas à l'université en histoire? Non! Je m'en vais en littérature. La seule chose qui m'intéresse, c'est la littérature. Puis là, je vais faire mon inscription. Puis là, je m'aperçois qu'il faut, pour avoir une licence en littérature, il me faut 4 certificats. Le professeur qui me guide me dit, bien, vous pouvez faire, au lieu d'une licence en lettres, vous pouvez faire une licence libre. C'était un mot que j'adorais. Et que je pouvais ajouter d'autres matières qui n'étaient pas de la littérature, comme l'histoire et la géographie. Alors, comme j'adorais l'histoire et la géographie, bien, j'ai pris un certificat d'histoire, un certificat de géographie, puis 2 certificats de littérature. Mais pendant les 2 ans que j'étais à l'université, pour moi, c'était la littérature. Je ne fréquentais que des étudiants en littérature ou des étudiantes en littérature. Les étudiants en histoire, c'est à peine si je les connaissais. Est-ce que tu rêvais d'être romancière à ce moment-là? Écrivaine. Oh, pardon. Écrivaine. De la poésie. J'ai ici un cartable rempli de textes là, que j'ai écrits dans ce temps-là, des niaiseries. Là, tu sais, je pensais que je pouvais écrire. Tu sais, j'essayais, je m'essayais. Mon entrée à l'université s'est faite dans un contexte bien particulier, vu que c'était la première fois de ma vie que j'étudiais avec des garçons. Ça m'a beaucoup excitée. Moi, j'avais pas eu de chum, jamais. Ça fait que là, il y en avait, puis il y en avait que je trouvais de mon goût. T'avais quel âge à peu près? J'avais 22 ans. 22 ans. Ça fait que... Donc, il y en avait que j'avais éliminé, puis il y en avait un que je trouvais donc de mon goût. Oh, mon Dieu Seigneur! J'avais marché avec lui une fois pour aller prendre mon autobus. Puis, oh, je le trouvais fin, puis je le trouvais beau, puis je le trouvais que c'était un vrai artiste, et puis bon... Alors, j'étais portée à le chercher. Te rappelles-tu de son nom? Il s'appelait Pierre, mais son nom de famille, je ne m'en souviens pas. Donc, tu cherchais Pierre? Oui, ça s'appelle Bibliothèque.
J'ai fermé la porte avec impatience et le bruit assourdi se répercute dans la grande pièce. Mais aussitôt, un silence presque complet me tombe dans la tête. Les yeux dans ma serviette, je cherche nerveusement une occasionnelle feuille de notes. Mon entrée à la bibliothèque est anonyme à souhait et je m'installe au hasard à la première table venue, toujours le nez dans ma paperasse. Pour ne pas avoir l'air de le chercher, s'il était là, bien sûr, je serais contente, mais je ne pourrais me pardonner de paraître le rechercher. Je préfère cette indifférence feinte à toute cette escrime savante qui me permettrait d'être à côté de lui de la façon la plus innocente. Je lève les yeux vers l'horloge centrale, ennuyée déjà de la longue séance qu'il me faudra faire ici. Et je le vois. Il est là, exactement en face de moi. Prise par surprise, je concentre mon attention sur cette secourable serviette et j'en extrais piteusement du matériel. Pour dissiper mon trouble, je prends un air agacé tout en cherchant un invisible crayon. Oh. C'est beau! Et puis, on sent le Clément, on sent de l'humour. Puis là, bien, finalement, je ne réussis pas à y parler, rien. Puis là, il se lève, puis il part. Puis j'ai pas réussi à y dire 2 mots. Donc, j'étais à Montréal, j'étais à l'école de Montréal, mais je ne savais pas. Oui. Je ne savais absolument pas. Tu as fréquenté Michel Brunet. Guy Frégault, Monsieur Séguin. Celui que je détestais le plus, c'était Séguin, parce que tout le monde l'adorait, mais moi, je le trouvais ennuyant comme la pluie. Tous mes collègues ils venaient au cours passionnés. Puis moi, j'écoutais ça, c'est-tu plate. Quand j'étais au cours de Frégault, j'étais éblouie. Le cours était clair, il mettait le plan au tableau, il le suivait à la lettre, il répondait aux questions, il y avait des perspectives générales, et puis lui, il défendait l'histoire sociale. C'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de ça, l'histoire sociale. Puis là, en suivant son cours, je me disais, c'est la seule manière de faire l'histoire. Parce que l'histoire politique, c'est bien trop étroit, ou l'histoire militaire. L'histoire sociale, c'est beaucoup plus global. Alors, j'ai adoré les cours de Frégault. J'ai découvert qu'il existait une école de Montréal dans les années suivantes. C'est un collègue d'histoire, justement, qui m'a référé à un article qui est paru dans Cité Libre, écrit par, ce qui s'appelle l'historien de Trois-Rivières. Serge Gagnon, qui était le nationalisme pessimiste. Ah bon, okay. Bon, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais été en contact avec une école idéologique bien précise. Et as-tu poursuivi après à l'Université de Montréal? Tu as fait des études supérieures? Oui, mais j'étais à l'Université Laval. Tu as changé d'université? Parce que j'ai sorti de l'université, il fallait que je travaille. C'était impossible d'enseigner de la littérature quand tu étais laïque à ce moment-là. C'était en 1959. J'ai trouvé un poste de professeur d'histoire. C'est comme ça que je me suis orientée en histoire. Et puis là, il y a des gens qui me connaissaient, qui m'ont dit « Micheline, tu devrais faire un doctorat, ça te permettrait d'enseigner à l'université. » Fait que j'étais supposée aller travailler avec M. Frégault. Alors, M. Frégault m'a accepté, puis j'ai dit « Mais je ne sais pas sur quoi je pourrais travailler. » Puis là, il m'avait dit « Oh, je vous suggère de faire une bonne étude sur la déportation des Acadiens. Vous avez l'étoffe pour renouveler la question. » C'était boum. Mais Frégault a quitté l'histoire pour s'en aller dont il allait sous-ministre aux Affaires culturelles. Donc, puis, il n'était plus en mesure il n'était plus en mesure de m'encadrer. Il dit, allez avec monsieur Untel. C'était un espèce de vieux bonhomme à l'Université d'Ottawa. Je ne voulais même pas y parler. Ça fait que j'ai été à l'Université Laval, puis j'ai abouti dans le bureau de Marcel Trudel, et qui voulait que je travaille sur les poids et mesures sous le régime français. Les poids et mesures? Oui. Et ça t'a pas passionné? Ben... Penses-tu que j'étais pour faire une thèse là-dessus? Ça fait que j'ai gardé mon idée des Acadiens, mais j'ai fait une recherche sur les missionnaires.
oui. me suis demandé la question, est-ce qu'ils sont des apôtres ou des agitateurs? Oui. Alors, j'ai fait ma recherche là, vraiment toute seule. Je ne sais pas encore comment j'ai fait pour faire ça. Tu n'avais pas un encadrement chaque semaine? Pas du tout, absolument pas. Je crois que j'ai vu Trudel, je crois, 3 fois en tout et partout. Ah oui. Et donc, j'imagine que, tout comme c'était le cas à Montréal, tu n'avais pas non plus l'impression d'être dans une école de Québec? Non. Non? Non, non, non. Qu'est-ce que tu retiens de ces écoles-là, Montréal, Québec? Moi, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais pas assez versée en histoire économique pour comprendre vraiment les enjeux de l'École de Montréal et de l'École de Québec. J'ai lu des choses là-dessus, mais ça m'a toujours semblé des débats un peu superfétatoires. Puis il faut attendre encore quelques années avant que l'histoire des femmes comme telle rentre dans ta vie. Puis ça, c'est entré vraiment tout à fait par hasard. Parce que une de mes amies que j'ai connue à la JSC, c'est Monique Bégin, celle qui est devenue ministre. Puis avant d'être en politique, elle avait accepté d'être secrétaire générale de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada. Et la commission Byrd? La commission Byrd. Et ils avaient commandé des recherches, tu sais, les femmes et les arts, le travail des femmes dans les magasins, le droit familial au Canada, toutes sortes d'études. Puis elle voulait avoir des études sur l'histoire des femmes. Elle m'avait dit, toi, tu es historienne, pourquoi tu nous ferais pas ça? Un texte de 50 pages environ. Elle avait demandé à une historienne canadienne-anglaise un texte sur l'histoire des femmes dans la civilisation occidentale, un autre sur une Canadienne-anglaise sur l'histoire des femmes au Canada anglais, puis moi, c'était l'histoire des femmes. Puis j'avais intitulé mon texte, j'en ai honte, mais c'est comme ça, « Histoire de la situation de la femme dans la province de Québec ». C'est comme ça que le texte s'appelle. Il y a beaucoup de choses désuètes dans cette appellation-là. Oui, complètement périmé, complètement périmé. Je voudrais ajouter une affaire, c'est que moi, dans ma vie, on m'a demandé des choses. Tu sais, par exemple, je suis sortie de l'université, on m'a demandé de faire une recherche sur Laure Conan. Je l'ai faite. Elle a été publiée. On me demande un article pour telle affaire. Je le fais, il est publié. Donc, j'étais habituée, on me commande quelque chose, je me mets au travail, je le fais, puis ça marche. Donc, j'ai fait cette recherche-là, ça m'a pris 4-5 mois. Puis je l'ai complètement oublié. Vraiment, en 1968, je venais d'avoir un enfant. En 1969, j'en ai eu un autre. Rodrigue a eu un emploi à l'Université de Sherbrooke. Il a fallu organiser le déménagement. Je n'avais pas le temps de penser à rien d'autre que mes enfants, la maison, le déménagement, patati, patata. Tu n'avais pas un plan de carrière? Ah, j'en avais absolument pas. Mon rêve, c'était d'épouser un professeur d'université. Ben là... Là, j'avais réussi! J'avais réussi! Alors, bon, puis comme beaucoup de femmes de ma génération, je dis, bon, je vais avoir des enfants, et puis je vais attendre que la plus jeune soit à la maternelle, et puis là, après ça, je retournerai travailler. C'est ça que je disais. Tellement qu'en 1963, quand j'ai décidé de me marier, j'ai averti les religieuses qui m'embauchaient. L'année prochaine, je ne pourrai pas travailler à temps plein parce que je me marie cet été. Puis je dois dire que Rodrigue et moi, on n'a jamais discuté ensemble du nombre d'enfants qu'on aurait. Bon, on s'est arrêté après 3 parce que je pense qu'on en avait plein les bras. On est arrivé à Sherbrooke, puis là, c'est là que il avait fait le texte sur l'histoire de la situation des femmes en 68. Je l'ai oublié, vraiment oublié. Et puis, il a paru en 1971, dans les 2 langues. Puis, automatiquement, on m'a demandé de faire des conférences, de faire des entrevues, etc. Puis là, je me suis aperçue que le texte que j'avais fait tout bonnement, je me demande encore comment j'ai fait, était comme révolutionnaire. J'avais posé les femmes comme sujet de l'histoire. Au lieu de dire l'histoire c'est ça, puis ah, il y a une femme ici, ah,
il y a une femme là. Tu sais, ce qu'on faisait habituellement, j'avais posé les femmes comme sujet de l'histoire. C'était une perspective absolument nouvelle. Comment ça se fait que j'ai eu le génie de faire ça? Je le sais pas. Je le sais pas. C'est un hasard, mais en même temps, tu l'as saisi, puis tu en as fait quelque chose. Oui, puis là, j'en ai fait quelque chose après, oui. Et à partir de là, donc, peux-tu dire que l'orientation de ta carrière, même l'engagement de toute une vie, oui, a été l'histoire des femmes? À partir de ce moment-là, oui, mais encore pendant longtemps, en même temps que l'enseignement de l'histoire. Ouais. Parce que l'enseignement de l'histoire, ça a commencé en 70, puis ça s'est arrêté autour de 1982-3. Alors, j'ai mené les deux affaires de front. À l'Université de Sherbrooke, on cherchait des didacticiens et des didacticiennes. Ouais. Alors, on dit, elle connaît ça, la didactique. Je ne savais même pas que c'était quoi le mot. Mais j'étais vraiment effrontée de A à Z. Effrontée. Parce que il fallait que je donne 2 cours de didactique au secondaire et puis 1 cours et demi de didactique au primaire. J'avais aucune expérience avec le primaire. Je n'avais pas de matériel pour plus qu'une douzaine d'heures pour la didactique au secondaire. J'ai improvisé toute l'année. Toute l'année. Mais par contre, dès le printemps 71, il y avait un grand congrès de professeurs d'histoire au secondaire. C'était les États généraux de l'enseignement de l'histoire, organisés par la SPHQ. Et puis, je suis allée, et puis là a commencé mon engagement pour la SPHQ. J'ai été très fortement engagée dans la SPHQ pendant une quinzaine d'années. À quel titre tu étais engagée dans cette association-là? J'étais comme membre. Ensuite, j'ai été à l'exécutif pendant 2 ans et puis j'étais responsable de comité à l'intérieur de la Société des professeurs d'histoire et puis j'écrivais des articles dans leur bulletin de liaison. J'en ai écrit, je sais pas moi, des trentaines. Tu sais, là, j'avais un article presque dans chaque numéro. Bien, chaque année, il y avait un congrès, puis j'organisais un atelier au congrès et puis c'est ça. Tu réussissais à négocier autant la famille, puis ton travail d'enseignement, plus cet engagement-là? Oui. Bien, il faut dire que j'avais un conjoint qui collaborait beaucoup. C'était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas de garderie, il y avait rien. Alors, on a embauché une dame qui venait tous les jours, arrivait à 9h, elle partait à 5h. C'était elle qui restait avec les enfants qui n'allaient pas à l'école, qui préparait le dîner des enfants. Et puis elle est restée quelques années. On l'a remplacée par une autre qui, elle, on lui demandait d'éplucher les patates pour le souper, puis elle s'occupait des petites tâches dans la maison. Ah, c'est comme ça que j'ai pu le faire. Et puis quand j'avais des congrès, des réunions, etc., bien, j'y allais, puis c'était toujours correct. L'idée, c'était de développer l'enseignement de l'histoire au secondaire, parce que la réforme éducative qui est arrivée à la fin des années 60 a jeté au panier tout ce qu'il y avait de manuels et de méthodes comme étant... Alors, il fallait inventer de nouvelles méthodes, proposer de nouveaux contenus, etc. Et puis, c'est l'époque où il y a eu toutes sortes de nouvelles méthodes d'enseignement de l'histoire thématique, l'histoire locale, l'histoire à rebours. Il y a toutes sortes de choses qui ont été expérimentées dans les écoles. Ça devait être assez exaltant parce que tout était à construire. Oui, puis j'étais sur un comité les comités du ministère de l'Éducation. Alors, il y avait un comité pour les sciences humaines au primaire, puis j'étais dessus, puis il disait ça nous prendrait une brochure pour expliquer aux institutrices c'est quoi les sciences humaines, ils savent pas c'est quoi. Ben, j'ai dit, moi, je peux faire ça, puis j'ai fait la brochure, puis il faudrait expliquer des activités scolaires, je vais m'occuper de ça, j'ai fait ça. J'étais occupée sans cesse à écrire des articles, préparer des ateliers, puis mes cours, évidemment. Il fallait que je m'occupe de mes cours. Puis les stages. Je faisais l'animation des stages. Mes étudiants allaient dans les écoles enseigner, puis il fallait que j'aille les voir enseigner. Et puis ça, j'ai adoré ça, parce que je suis rentrée dans toutes les polyvalentes de la région.
J'ai assisté à toutes sortes de choses, à toutes sortes de règlements. Je me souviens d'une école à East Angus, là, où il y avait des enfants tellement difficiles, tu sais, là, et puis c'était vraiment, j'ai adoré ça, j'ai adoré ça. Alors, mon engagement, vraiment, là, dans les années 70, c'était l'enseignement de l'histoire. Ce qui a vraiment lancé, je dirais, le goût de faire des recherches sur l'histoire des femmes, c'est encore une invitation, la Société historique du Canada. Ils faisaient leur tout premier atelier consacré à l'histoire des femmes. On est en quelle année? 1972. OK. Alors, ils m'ont invité d'être commentatrice à l'atelier de Histoire des femmes. J'ai accepté. Moi, quand on me demande quelque chose, j'accepte. J'ai accepté. Il y avait du monde dans la salle. Je me suis aperçue que c'était la question de l'heure, comprends-tu? Quand je suis sortie de cet atelier-là, là, je voulais faire des recherches en histoire des femmes. Il y avait, mon Dieu, comment est-ce qu'elle s'appelle? L'historienne de Montréal là, qui avait fait The Neglected Majority. Susan Cross? Susan Cross. J'avais parlé longuement avec elle. C'est là que j'ai eu l'idée de faire une recherche sur les salles d'asile. Ensuite, Martha Danielewicz était là. Elle avait lu mon texte, puis elle avait eu son hypothèse pour faire une recherche sur les religieuses. J'avais discuté avec elle. Il faut que je continue mes recherches sur les religieuses. C'est comme ça que ça a commencé. Avec un échange d'idées très intéressant là, avec les nouvelles spécialistes en émergence. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, après ça, je dois dire que je n'ai eu que des invitations. Ah, oui. Le collectif Clio m'a invité à faire partie du groupe. L'Université Laval m'a invité à écrire un article sur les revues féministes. Nadia Hid m'a invité à diriger une recherche avec elle sur l'histoire de l'éducation des filles. J'ai été invitée. Cette question-là, la question des religieuses, vraiment me passionnait. Et puis... Parce que toi-même, tu as été au couvent, puis tu as... J'ai été 8 ans avec les religieuses. Moi, je considère que ce que je suis devenue, je le dois aux religieuses. C'est eux autres qui m'ont appris à écrire, à penser, j'ai tout appris des religieuses. J'ai chicané contre elles, mais j'ai tout appris des religieuses parce que moi, j'aimais ça, étudier. À ce moment-là, la fin des années 70, il y avait tellement de choses horribles qui se disaient sur les religieuses. Tu sais, là, on méprisait complètement tout ce que l'Église avait fait dans le monde de l'éducation. Moi, je savais que sans les religieuses, il n'y aurait eu rien pour les filles. C'est elles qui ont organisé l'enseignement professionnel commercial, ils ont organisé l'enseignement de la musique, ils ont organisé des cours de l'enseignement des arts. Ils ont tellement fait de choses pour les femmes. Puis c'était tout mis au rencard. C'était pas bon, c'était pas bon. Ça fait que je voulais dire, c'est pas comme ça que c'est pas ce que vous pensez. Puis il y a eu au même moment la question des enfants de Duplessis. Et puis moi là, je savais dans quelles circonstances tout ça s'était fait, puis je comprenais pas que la société en entière n'accusait que les seules personnes qui s'étaient occupées des filles-mères. Les seules personnes qui s'étaient occupées d'elles. Alors qu'on cherchait plutôt à s'éloigner le plus possible d'elles. C'est ça. Et puis, tu sais, une fille-mère, en 1950, là, elle a un père, puis elle a une mère. Puis le père puis la mère, ils veulent pas s'occuper de sa fille. Va-t'en à miséricorde, on veut plus te voir, ils sont chassés de leur famille. Puis s'il y en a, je sais pas moi, 30 000... Ça fait 30 000 pères puis 30 000 mères, sans oublier celui qui a mis la fille enceinte, qui s'en lave complètement les mains. Puis j'ai dit, il y a un groupe de personnes qui s'occupent des filles-mères, c'est les religieuses. C'est sur eux autres qu'on tape. Ça, je trouvais ça d'une injustice extrême. On voit que tu as travaillé sur ces sujets-là avec justement l'élan de l'engagement et en même temps, tu développais là, ce nouveau champ qui est l'histoire des femmes. Oui. Comment c'était reçu là, dans les milieux historiens, chez les collègues? Est-ce qu'on disait, ben c'est pas très scientifique tout ça, là. Vous êtes plutôt des militantes portées par un mouvement politique? Est-ce que ces questions-là se posaient? Oui, il y en a qui me l'ont
reproché nommément, là, tu sais, soit verbalement ou etc. Mais moi, je dirais que durant les années 70, surtout à la fin des années 70, l'histoire des femmes, c'était bienvenu. Tu sais, là, c'était in. Tu sais, c'était in. Alors, quand tu avais un congrès, il fallait faire un atelier au moins là-dessus. Tu sais, puis il y avait comme des vedettes et puis des femmes qui venaient parler. Puis, tu sais, je me souviens de Linteau du Rocher-Robert, là, qui était tellement content d'avoir mis 2 chapitres sur les femmes dans leur livre, tu sais, là, et puis bon. Mais une fois que la profession puis la recherche s'est organisée, là, ils ont commencé à trouver ça énervant. Ils continuaient de nous inviter, mais ils n'en parlaient pas dans leurs livres. Ça, c'est une chose que tu as beaucoup reproché à plusieurs auteurs, oui. de ne pas avoir pris en considération, au fond, l'essentiel. L'essentiel du message, oui. Pourquoi, tu penses? Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils disent « Oh, regardons ça ». Puis ça ne rentre pas dans leurs analyses parce que leurs analyses refusent de tenir compte de la réalité des femmes. J'ai envoyé un mémoire, moi, à la commission Bélanger-Campeau. Je leur ai dit « Écoutez, les objectifs, les aspirations de la moitié de la population du Québec viennent de changer du tout au tout. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte des aspirations des femmes dans les perspectives d'un projet collectif pour le Québec. » Mais une phrase dans le rapport final du rapport Bélanger-Campeau. Puis il y avait, je n'étais pas seule, là, il y avait une vingtaine de groupes de femmes qui avaient fait des mémoires à la commission Bélanger-Campeau. Une des premières affaires que j'ai faites à l'Université de Sherbrooke, c'était avec ma collègue André Desilets. On s'était aperçu que les femmes, on avait le droit à la moitié des assurances des hommes. Fait qu'on avait on avait écrit à toutes les femmes professeurs, il n'y avait pas beaucoup. On dit, est-ce que vous acceptez qu'on fasse des démarches pour qu'on aille la même assurance que les hommes? Puis il avait dit oui, puis là on avait écrit au vice-recteur et puis on avait dit, nous voulons avoir droit aux mêmes assurances que les hommes dans le programme d'assurance collective. Puis on l'avait obtenu très facilement. Alors le vice-recteur était très content de nous dire que cette chose-là avait été gracieusement acceptée par l'université, etc. Là, moi, ça m'avait piqué. Donc là, je leur avais écrit, puis je leur avais dit oui, on vous remercie beaucoup et on apprécie aussi je sais pas quoi, l'élégance avec laquelle vous l'avez fait, mais n'oubliez jamais que vous êtes les héritiers des anciens législateurs. Mais de toute évidence, tu as un côté batailleur assumé. Oui. Puis, tu n'as pas eu peur dans ta carrière à t'engager dans des polémiques ou des débats avec d'autres collègues, entre autres, là, ça pour rectifier des choses? Je pense que j'aime ça. Ça me stimule. Le débat, ça me stimule. Tu sais. As-tu l'impression que ça porte toujours fruit ou si, au fond, des fois, on s'engage dans des dialogues de sourds ou de sourdes? Bien, je sais que j'ai un combat que j'ai mené qui a donné absolument rien. Tu sais, j'étais la grande ennemie des romans historiques. Tu sais, j'avais fait un grand article qui s'intitulait « L'histoire n'est pas une appellation contrôlée ». Puis je protestais contre l'irréalité des romans historiques qui appliquaient à des situations passées des idées, des opinions, des paroles, des sentiments, des schémas mentaux d'aujourd'hui. Tu sais, là. Et puis, tu sais, je me souviens d'une romancière ça se passait à Montréal en 1650, je sais pas quoi. Puis elle voulait montrer la différence de niveau social entre certains immigrants puis d'autres qui étaient plus nobles. Puis ceux qui étaient de basse classe, elle les faisait parler en argot parisien. Tu sais, ça avait tellement pas de bon sens. Les gens lisent ça, c'est de la petite littérature, puis ils s'imaginent qu'ils apprennent l'histoire. C'est souvent leur seul contact avec la connaissance historique. Tu sais, le film La Bolduc. Oui. Bon, alors le cinéaste, il fait comme La Bolduc a représenté une image positive pour les femmes, comme Thérèse Casgrain. Là, il nous met une belle manifestation de femmes, on veut voter. Mais il n'y en a pas eu.
Et ça me fâche. Pourquoi faire qu'ils ne font pas des recherches? Pourquoi faire qu'ils ne nous téléphonent pas? Je sais pas. Ça t'aurait fait plaisir de leur répondre? Ah oui, j'aurais fait plaisir. Tu viens de parler de Thérèse Casgrain. J'ai envie de te poser une question. En utilisant les personnages, les femmes qui ont été engagées dans la campagne du suffrage dans les années 20, 30, jusqu'à 40, je prends Marie-Gérin-Lajoie, je choisis Thérèse Casgrain, oui, un choix bien facile, sûr. et Idola Saint-Jean, Idola Saint-Jean. un autre choix évident. Laquelle te ressemble le plus? Pas Thérèse Casgrain. Ça, c'est certain. Elle est polie. Moi, je suis pas polie. Bon, je m'identifie pas à elle du tout, du tout. Quand j'étais jeune, là, puis que je la voyais à la télévision, là, je voulais surtout pas lui ressembler. Parce que trop distinguée, trop bourgeoise? Oui. Ça, là, c'était certain, je voulais pas lui ressembler du tout, du tout. Quand, par après, j'ai découvert la vie de Marie-Gérin-Lajoie, j'avais beaucoup d'atomes crochus avec Marie-Gérin-Lajoie. Puis là, je viens de lire la vie de Idola Saint-Jean par Marie Lavigne et Michel Jean. Et je dois dire que c'est à elle que je ressemble le plus. Oui? Oui. Pourquoi, non? Bien, parce qu'elle est un peu effrontée. Elle va plus loin que le droit de vote. T'sais. Elle va plus loin que ça. Là, là, et puis, les droits égaux. Oui. Puis elle a une pensée un peu plus radicale. C'est elle qui a écrit le texte « L'aristocratie des sexes ». C'est très bon, ce texte-là. C'est un texte des années 20. Quel genre d'engagement collectif tu as vécu et qui t'ont marqué? Bien, en 1980, j'ai découvert la militance féministe. Bon, peux-tu revenir un petit peu en arrière? Moi, j'étais féministe depuis l'âge de 12 ans, mais je ne le savais pas. Puis je prétendais, oh non, moi, quand mes amis se sont impliqués dans la fondation de la Fédération des femmes du Québec, là, moi, je n'étais pas pour ça. C'est réglé, cette affaire-là. Là. Puis si tu regardes la dernière phrase de mon texte à la commission Byrd, là, ça dit ça, c'est réglé, là, tu sais, là, puis bon. Mais j'arrêtais pas de tempêter puis d'avoir des réflexes féministes continuellement. En 1975, une fois, j'ai pris l'autobus à Montréal. Pour m'en venir ici, je suis rentrée dans une librairie avant, j'ai acheté Ainsi soit-elle de Benoît de Gros. Puis je l'ai lu en m'en venant à Sherbrooke. J'ai fermé le livre et je suis devenue féministe en 2 heures. Mais, tu sais, j'avais été préparée avant. Je l'étais depuis très, très, très longtemps. Et puis là, il y a eu, en 1975, c'était l'année internationale des femmes. Alors, j'ai été invitée à beaucoup de manifestations, etc. Et puis, donc, j'étais un peu mêlée à l'action qu'il y avait ici à Sherbrooke. Puis, en 81, je crois, au début des années 80, une de mes amies qui me téléphone, si j'acceptais de faire partie du CA d'un organisme qu'elle avait créé à Sherbrooke. C'était le Trait d'Union, c'était pour un centre d'emploi pour femmes. Ah, ben, j'ai dit oui, je suis allée au CA. Et puis, ça n'a pas pris goût de tinette que j'étais présidente. Dans tous ces engagements-là, on en a nommé plusieurs, certains plus reliés à ta profession d'historienne, d'autres plus éloignés. C'est quoi le moment où tu t'es sentie le plus utile socialement? Oh. Plus utile socialement, je pense que c'est après la publication de l'Histoire des femmes au Québec depuis 4 siècles. Parce que là, j'ai vraiment fait beaucoup de conférences. Puis là, j'allais dans des... C'était un livre qui était populaire, puis j'allais pas faire des conférences à des petits groupes, tu sais, il y avait 200 personnes. Des salles. Des salles, tu sais, là. Puis là, je racontais l'histoire des femmes au Québec. Puis là, les femmes étaient toutes enthousiasmées, tu sais. Là, j'avais vraiment l'impression, là, tu sais, là, de semer la bonne parole. As-tu l'impression, j'imagine que oui, parce que tu n'aurais pas fait tout ça, mais que l'histoire, ça peut être un moteur pour l'action? Ah oui, ça, moi, ça, j'en suis absolument sûre, absolument sûre. Puis, j'allais faire des conférences, des fois, mettons, à la FEAS, ou bien à tel groupe de femmes, etc. Puis là, je réalisais qu'elles ne connaissaient pas leur propre histoire. Puis ça, là, je trouvais que c'était vraiment dommage, là, tu sais. Elles ne connaissaient pas leur propre histoire. Mais tu dis ça, puis on a l'impression que parfois,
que les gens n'aiment pas l'histoire. Alors toi, j'imagine que c'est un peu un défi pour toi de rendre ça intéressant. Oui, je leur parle pas de l'acte constitutionnel, et puis je leur parle pas de la bataille des plaines d'Abraham, et puis de la question des subsides, et puis je leur parle de quelque chose qui les touche. Ça fait que c'est pas difficile. Parmi tous les livres que tu as écrits, tu en as écrit beaucoup, dont certains, même après ta retraite de l'université. Est-ce qu'il y en a un qui a pour toi un rôle particulier, plus cher à ton cœur? Bien, c'est évidemment le féminisme québécois raconté à Camille. À ta petite fille. Oui, c'est ça. Parce que ça c'est vraiment un livre que j'ai écrit de A à Z, toute seule. Ce n'est pas des articles que j'ai colligés puis que j'ai mis ensemble. C'est vraiment un livre que j'ai écrit. À mon avis, c'est mon seul livre. Oui, c'est sévère. Après toute la trajectoire que tu as menée, Micheline, dans ce domaine de l'histoire des femmes, quel regard tu poses aujourd'hui sur ce qu'on voit se passer, sur l'agitation autour du mouvement MeToo, sur cette espèce de résurgence qu'on peut observer? Ça, c'est une question, je trouve que c'est une question difficile. Moi, ça fait longtemps que je suis féministe, là, même si je l'ai été longtemps sans le savoir, mais je me souviens beaucoup là, des années 90, là, où vraiment le féminisme n'avait pas la cote du tout, là, où c'était là, vraiment, là, et puis on se faisait regarder les filles n'étaient pas d'accord avec nous. C'était dépassé. C'était dépassé, puis tout ça. Mais là depuis 7-8 ans, là, c'est revenu, là, puis quand j'ai eu la chance de parler un petit peu avec Julius Gray. L'avocat, défenseur des droits humains. Oui, c'est ça. Et puis qui m'a dit, « Madame Dumont, je voudrais vous parler de votre opinion sur le mouvement MeToo. » J'ai dit, oui, qu'est-ce que vous voulez savoir, tu sais? Il dit, je trouve que c'est dangereux parce que il y a des hommes qui sont condamnés sans preuve. J'ai dit, ben vous savez, M. Gray, dans le domaine des agressions sexuelles, la parole des femmes, elle ne vaut rien. Tu sais, quand tu penses aux critères qui délimitaient l'agression sexuelle, c'est-à-dire la plainte spontanée, se plaindre le lendemain, résistance, avoir des blessures, commune renommée, prouver que tu étais chaste avant, corroboration. C'était impossible, comprends-tu? J'ai pas parlé très longtemps avec lui parce que mon taxi s'en venait, mais j'aurais dû lui dire, les hommes condamnés sans preuve, c'est comme les femmes agressées sans consentement. J'aurais dû lui répondre ça, mais j'y ai pensé 15 minutes trop tard. Mais quand on pense à l'effervescence, la mobilisation, tu sais, je t'ai quand même entendu quelquefois dire ça va pas assez vite, soyez aux aguets, là, vous pensez que vous avez des acquis, mais non, ça peut reculer de même matin. Oui. Mais là, de voir toutes ces femmes-là qui se... Oui, moi, ça m'enthousiasme beaucoup. Ouais. Ça m'enthousiasme de voir que c'est une question, et puis que... Et surtout que c'est... beaucoup de vedettes là, qui ont rentré là-dedans. C'est des vedettes de cinéma, là, du journalisme, de la politique, là, puis qui ont dit « moi aussi ». Est-ce qu'il y a des choses, Micheline, dont on n'a pas parlé sur les rapports entre l'histoire, l'engagement, qui te brûlent les lèvres? Bien, ce serait juste une sorte de regret. Jusqu'ici, j'avais toujours, comme... un projet qui m'attendait, puis un projet qui m'attendait, et puis tout ça. Là j'en ai un projet, là, mais il est très, très vague, puis je ne peux pas le poursuivre parce que la personne avec qui je pourrais le faire, Louise Toupin, est extrêmement occupée. Ce serait de donner une suite à la pensée féministe au Québec. Votre anthologie. Oui, qui arrête en 1985. Mais tu sais, ça fait 35 ans là, de ça. Là. Il y en a eu... Ça, c'est une chose que j'aimerais poursuivre. Ouais. Mais je ne pourrais pas le faire seule. Puis en ce moment, je ne pourrais pas le faire avec Louise. Elle est très, très engagée, elle, dans ses travaux sur le salaire au travail ménager.
qui est aussi très important Ben comme oui, chantier de oui, recherche. oui, oui. Bien, on te souhaite de trouver une façon de réaliser ce projet-là. Oui. Je veux vraiment te remercier de ton accueil, de ta générosité à répondre. Et puis, je trouve que c'est un stimulant pour l'engagement. Si je peux convaincre les filles de s'engager, je trouve que c'est la meilleure méthode. Merci, Micheline.